Au dîner de Noël, le fils de ma sœur a jeté de la purée de pommes de terre sur la chemise de mon fils et a dit « Nettoie-la toi-même ». Ma sœur a éclaté de rire. Je n'ai rien dit. Ce soir-là, papa a envoyé un texto « Ne ramène plus jamais ce garçon chez nous ». J'ai répondu « Parfait. Je retire mon nom de toutes les factures ce soir ». 10 minutes plus tard, le groupe de discussion familiale est devenu incontrôlable. Bonjour à tous, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, j'ai besoin de votre aide. Nous avons remarqué que la chaîne perd un peu de vitesse, et s'abonner est l'une des meilleures façons de nous soutenir. C'est rapide, et cela nous aide à continuer à vous proposer du contenu génial. Votre soutien compte énormément. Continuons à faire grandir cette chaîne ensemble. Merci beaucoup. Maintenant, commençons la vidéo. Je m'appelle Dylan. J'ai 38 ans. Pendant la majeure partie de ma vie adulte, j'ai été le pilier invisible de la famille, celui qui répond à minuit quand la chaudière tombe en panne, celui qui envoie de l'argent quand le loyer est dû. Mon fils, Andrew, a 7 ans. Il a ma nature calme et les yeux doux de sa défunte mère. Jessica est décédée quand Andrew avait 2 ans, et depuis, nous ne sommes que nous deux à naviguer dans un monde qui semble d'une certaine manière plus froid sans elle. Ma famille n'a jamais vraiment su comment gérer le deuil. Ils ont offert des plats préparés pendant une semaine, puis sont passés à autre chose. Papa a toujours préféré Alais. Ce n'est pas de l'amertume qui parle, c'est de l'arithmétique. Ses études universitaires ont été entièrement payées alors que je travaillais la nuit pour payer les miennes. Son mariage avait des sculptures de glace alors que le mien avait des chaises pliantes. Ses enfants reçoivent des chèques d'anniversaire à 3 chiffres, tandis qu'Andrew reçoit des cartes qui arrivent une semaine en retard. J'ai appris très tôt que mon rôle était de subvenir aux besoins, pas d'être vu, d'assurer le confort sans attendre d'applaudissements. Maman disait que j'étais fiable. Papa appelait ça être responsable. Alais n'a jamais rien dit parce qu'elle n'a jamais remarqué. La maison familiale se trouve dans une rue tranquille. Elle a l'air plus récente que les autres parce que j'ai payé le remplacement du toit il y a 3 ans quand l'assurance de papa a expiré. J'ai payé la mise à niveau du chauffage, de la ventilation et de la climatisation. J'ai payé la rénovation de la cuisine quand Alais a décidé que les comptoirs de maman étaient trop embarrassants pour ses publications Instagram. Personne ne m'a demandé de faire ces choses. Je les ai juste faites parce que c'est ce qu'on fait pour sa famille, on se présente, on paie, on sourit quand ils oublient de dire merci. Andrew ne comprend pas pourquoi la maison de grand-maman et grand-papa ressemble à un musée où il n'a pas le droit de toucher à quoi que ce soit. Il me demande parfois si grand-maman l'aime. Je lui dis, bien sûr qu'elle l'aime, mais ma voix sonne creuse. Le dernier dîner de famille était en octobre. Le plus jeune enfant de Alais a renversé du jus sur le tapis, et maman a pris ça à la légère. Andrew a accidentellement fait tomber un bol décoratif vide, et papa l'a forcé à s'excuser 4 fois. J'ai vu le visage de mon fils s'effondrer. Je l'ai vu essayer d'être plus petit, plus calme, moins problématique. Je suis rentré chez moi ce soir-là avec Andrew endormi sur la banquette arrière, son pouce dans la bouche comme il ne le fait que lorsqu'il est anxieux. J'ai pensé à Jessica, à ce qu'elle aurait dit. Mais Jessica était partie, et j'étais fatigué. Noël approchait. Alais avait envoyé un message de groupe concernant le dîner chez maman et papa. Mon plat attribué était une côte de bœuf, environ $200 pour un rôti qui nourrirait des gens qui reconnaissent à peine l'existence de mon fils. Mais je l'ai quand même acheté parce que c'est ce que je faisais. Je me suis présenté. J'ai subvenu aux besoins. Je me suis dit que c'était temporaire, un dîner, quelques heures. Je n'avais aucune idée que le dîner de Noël serait la dernière fois que je jouerais ce rôle, aucune idée que tout ce que j'avais construit, chaque silence que j'avais avalé, chaque facture que j'avais payée en secret, allait s'effondrer. Le dîner de Noël a commencé comme toujours, trop de bruit, trop peu d'espace pour qu'Andrew existe sans être sur le chemin de quelqu'un. Les 3 enfants de Alais couraient dans la maison en criant. Maman souriait à leur énergie. Andrew s'est assis à côté de moi à table, les mains croisées sur ses genoux, essayant de prendre moins de place. La salle à manger sentait la viande rôtie et la cannelle. La côte de bœuf que j'avais achetée était au centre de la table. Alais a plaisanté en disant qu'elle avait failli m'attribuer les petits pains. Tout le monde a ri. J'ai souri parce que c'est ce que je faisais. Andrew a demandé doucement s'il pouvait avoir de la purée de pommes de terre. J'ai tendu la main vers le bol, mais l'aîné de Alais, Henry, est arrivé le premier. Il avait 12 ans, l'œil vif et suffisant. Il a pris une énorme cuillère et l'a déposée directement sur la chemise d'Andrew.
La purée de pommes de terre a explosé sur la poitrine d'Andrew, chaude et épaisse, glissant sur son nouveau pull de Noël. Andrew s'est figé. Henry a souri et a dit fort, « Nettoie-la toi-même, bébé. » La table est restée silencieuse pendant 2 secondes. Puis allait Harry, pas un rire nerveux, un rire complet et joyeux comme si Henry avait raconté la blague la plus drôle. Elle a essuyé ses yeux et a dit, « Oh mon Dieu, Henry, tu es terrible. » Mais elle ne lui a pas dit d'arrêter. Elle ne s'est pas excusée. Elle a juste continué à rire pendant qu'Andrew était assis là, la purée de pommes de terre refroidissant contre sa peau. J'ai pris des serviettes. Je les nettoyais pendant que la conversation reprenait. Personne n'a demandé s'il allait bien. Personne n'a grondé Henry. La voix d'Andrew était à peine un murmure quand il a dit, « Papa, on peut rentrer à la maison. » Je voulais dire oui. Je voulais le prendre dans mes bras et sortir. Mais je ne l'ai pas fait parce que partir ferait une scène. Alors, je lui ai dit que nous partirions bientôt, et j'ai continué à nettoyer pendant que ma famille parlait par-dessus nous. Nous sommes restés encore 1 heure. Andrew n'a pas mangé. Il est resté assis, les mains sur ses genoux, fixant son assiette. Quand nous sommes finalement partis, maman m'a donné une étreinte distraite. Papa n'a pas levé les yeux. Ale était trop occupé à maîtriser ses enfants. J'ai bouclé Andrew dans son siège auto. Il n'a rien dit. Il a juste regardé par la fenêtre avec son pouce dans la bouche, et j'ai réalisé qu'il avait cessé de s'attendre à ce qu'il soit gentil, 7 ans et apprenant déjà que certaines personnes ne vous aiment pas comme elles le devraient. Nous sommes rentrés à la maison après 20 heures. J'ai donné un bain à Andrew et je l'ai mis au lit. Il a demandé si Henry allait avoir des ennuis. Je lui ai dit que je ne savais pas. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Mon téléphone a sonné à 21h47, un texto de papa. Court et brutal, ne ramène plus jamais ce garçon chez nous. Il met tout le monde mal à l'aise. Je l'ai lu 3 fois. Ce garçon, pas Andrew, pas ton fils. Ce garçon, comme s'il était un errant que j'avais traîné chez eux. Mon fils de 7 ans calme et doux qui venait de se faire jeter de la nourriture. Quelque chose à l'intérieur de moi s'est figé, est devenu très froid. Je me suis assis sur mon canapé dans le noir et j'ai pensé à chaque facture que j'avais payée, à chaque urgence que j'avais résolue, à chaque dépense que j'avais couverte pendant qu'il me traitait comme un plan de secours. J'ai ouvert mon téléphone. J'ai ouvert le groupe de discussion familiale. J'ai pris une lente inspiration. Puis j'ai tapé 4 phrases, parfait. Je retire mon nom de toutes les factures ce soir. La maison, les voitures, les comptes, tout. Joyeux Noël. J'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone et je me suis assis dans le noir silencieux. Et pour la première fois en 38 ans, je ne me suis pas senti comme celui sur qui on pouvait compter. L'appartement était trop calme après que j'ai envoyé ce message. Je me suis assis avec mon téléphone face contre la table basse, écoutant la douce respiration d'Andrew à travers le moniteur. Le silence était épais, comme l'air avant un orage. Je n'ai pas rallumé mon téléphone. Je savais ce qui se passait dans ce groupe de discussion, la confusion, le dédain, puis la lente prise de conscience que je pouvais réellement le penser. Ils ne savaient pas à quel point mon nom était impliqué dans leur vie, combien de comptes j'avais discrètement ouverts, combien de factures j'avais redirigées vers mes cartes de crédit. J'avais été si prudent pour rendre tout cela invisible. J'ai pensé à la maison. Mon nom figurait sur l'assurance habitation parce que le crédit de papa n'avait pas été approuvé après sa faillite il y a 8 ans, la faillite que je l'avais aidé à gérer. J'ai pensé à la voiture de Haley, le VUS dont elle parlait dans ses publications avec des légendes sur le fait d'être bénie. J'avais co-signé le prêt quand son crédit avait chuté. Elle effectuait des paiements la plupart du temps, mais j'étais la garantie. J'ai pensé au forfait de téléphonie cellulaire familiale. Les 6 lignes passaient toutes par mon compte parce que j'avais obtenu un rabais d'entreprise. Ils me remboursaient parfois. Finalement, j'ai cessé de demander. Les services publics fonctionnaient avec le paiement automatique sur ma carte de crédit. Papa était censé me virer de l'argent mensuellement via Venmo. Les virements sont devenus sporadiques, puis se sont arrêtés. Je n'ai jamais rien dit. J'ai juste continué à payer parce que quelle était l'alternative? J'ai sorti mon ordinateur portable, j'ai ouvert le tableur que je tenais depuis 5 ans, celui que je n'avais jamais montré à personne parce que j'avais l'impression de compter les points. Mais il ne s'agissait pas de compter les points. C'était juste des mathématiques, aide au paiement hypothécaire, $18 000 sur 3 ans, paiement d'assurance,
$4200 par année, réparation de voiture pour la berline de maman, $3800, dette de carte de crédit de Haley, $6500 avec une promesse de me rembourser qui s'est évaporée, frais médicaux pour l'intervention de papa, $2900, la rénovation de la cuisine, $22 000. Les chiffres continuaient. $140 000. C'est ce que cela représentait en 5 ans, de l'argent qui aurait pu être le fonds d'études d'Andrew, de l'argent qui aurait pu être une vraie maison au lieu de notre petit appartement. Je leur avais donné $140 000, et ils avaient jeté de la purée de pommes de terre sur mon fils. Mes mains tremblaient, non pas de colère, mais de clarté, celle qui vient quand on arrête enfin de se mentir à soi-même. J'avais passé des années à trouver des excuses, ils ne comprenaient pas. Ils ne réalisaient pas. Ils étaient irréfléchis, pas cruels. Mais on ne dit pas à quelqu'un que son enfant nous met mal à l'aise par accident. On ne rit pas quand son enfant humilie un enfant de 7 ans par accident. C'était des choix. Le tableur brillait sur mon ordinateur portable. Je l'ai enregistré, je l'ai sauvegardé. Puis j'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à faire une liste, chaque compte, chaque paiement automatique, chaque facture qui avait mon nom attaché à leur vie. La liste a rempli 2 pages de cahier. Je ne me sentais plus en colère. Je me sentais calme, méthodique. Chaque compte était un fil. Chaque facture était une connexion, et j'étais sur le point de couper chacun d'eux. Andrew a bougé dans sa chambre. Je l'ai entendu se retourner, le doux soupir qu'il poussait quand il rêvait. J'ai pensé à son visage à cette table de dîner. Mon fils méritait mieux que des gens qui le traitaient comme un inconvénient, et je mérite mieux que d'être le portefeuille invisible. J'ai ouvert mon téléphone, 47 appels manqués, 83 textos. Le groupe de discussion avait 124 nouveaux messages. Je n'en ai lu aucun. J'ai ouvert mon application Notes à la place et j'ai commencé à rédiger des courriels, un à la compagnie d'assurance, un au fournisseur de téléphonie cellulaire, un au gestionnaire hypothécaire, un aux compagnies de services publics. Chaque courriel était professionnel, poli. Je n'annulais pas par dépit. Je retirais simplement ma responsabilité financière des comptes qui ne m'appartenaient pas. Je les ai programmés pour qu'ils soient envoyés à 8 heures du matin. Puis j'ai éteint à nouveau mon téléphone et je me suis assis dans le salon sombre à écouter mon fils respirer. Il vivait avec de l'argent emprunté et du temps emprunté, et j'en avais fini d'être le prêteur. Je n'ai pas dormi. Je suis resté assis à regarder l'horloge passer minuit, passant en revue des souvenirs que j'avais enfouis sous des années d'efforts pour être assez bon. J'avais 8 ans quand j'ai réalisé que j'étais différent. C'était mon anniversaire. Maman a fait des cupcakes en boîte. Nous avons chanté une version rapide de la chanson d'anniversaire avant que papa ne parte au travail. Haley avait 5 ans. Elle a pleuré parce que les cupcakes avaient du glaçage à la vanille au lieu du chocolat. Maman a enlevé le glaçage du mien et l'a donné à Haley. Personne n'a rechanté. 3 mois plus tard, c'était l'anniversaire de Haley. Maman a fait un gâteau à 3 étages à partir de 0. Papa a pris congé. Ils ont loué un château gonflable. Mon cadeau d'anniversaire avait été une carte cadeau de $10. Le sien ressemblait à Noël. Le lycée a cimenté tout cela. Je travaillais à temps partiel dans une épicerie pour économiser pour l'université. Haley recevait une allocation. J'ai demandé de l'argent à papa pour l'essence une fois. Il a dit que je devrais être reconnaissant pour l'expérience formatrice. 2 ans plus tard, il a acheté une voiture à Haley pour son 16e anniversaire. L'université était pire. J'avais obtenu une bourse partielle, pas assez pour tout couvrir. J'ai demandé de l'aide à mes parents. Papa a dit que l'argent était serré, que je devais être réaliste. Haley est allé dans une université privée 4 ans plus tard, avec les frais de scolarité entièrement payés, la chambre et la pension incluses. Quand j'ai demandé comment ils pouvaient soudainement se le permettre, maman a dit qu'ils avaient économisé, que c'était différent. J'ai rencontré Jessica pendant ma dernière année. Elle travaillait à la bibliothèque du campus à ranger des livres avec ses écouteurs. Elle m'a souri un jour où j'ai rapporté un livre en retard, et au lieu de facturer l'amende, elle a dit, la prochaine fois, mets un rappel. Nous avons pris un café, puis dîné, puis vécu 1000 petits moments qui se sont ajoutés à quelque chose dont j'avais besoin. Jessica me voyait, pas celui sur qui on pouvait compter, juste moi. Elle a rencontré ma famille une fois et a dit ensuite, ils te traitent comme si tu étais invisible. J'avais pris ça à la légère, mais elle m'avait pris la main et avait dit, tu sais que j'ai raison. Nous nous sommes mariés, petite Mary, 2 témoins de la salle d'attente.
Ale s'était marié 6 mois plus tôt avec une cérémonie qui avait coûté plus cher que mes études universitaires. Je leur avais donné $5000 comme cadeau de mariage. Ils sont allés à Bali. Jessica et moi sommes allés dans une cabane qui sentait le moisi. Andrew est né 2 ans plus tard. Jessica l'a tenu et a chuchoté, il est à nous. Personne ne doit lui faire sentir qu'il est petit. Je lui avais promis, mais Jessica est décédée quand Andrew avait 2 ans. Anévrisme, sans avertissement. 1 minute à rire d'un dessin animé, la minute suivante disparue. Ma famille est venue aux funérailles. Ils sont restés 1 heure. Ale s'est plainte du stationnement. Papa a vérifié son téléphone pendant le service. Maman m'a serré dans ses bras une fois et a dit, au moins, tu as Andrew. Après la mort de Jessica, je me suis retiré, j'ai cessé de demander de l'aide, mais j'ai continué à payer, j'ai continué à résoudre leurs problèmes, j'ai continué à être celui sur qui on pouvait compter. Quand le mariage de Ale a traversé des moments difficiles, je lui ai prêté de l'argent pour des consultations, $200, jamais remboursés. Quand l'entreprise de papa a eu des difficultés, j'ai couvert 3 mois d'hypothèque, $6800, jamais reconnus. Quand maman a eu besoin d'une intervention chirurgicale, j'ai payé ce que l'assurance ne couvrait pas, $2800. Elle m'a remercié une fois en faisant défiler Facebook. Chaque fois, je me disais que c'était temporaire, qu'il finirait par voir tout ce que je faisais, mais l'appréciation n'est jamais venue, juste plus de demandes. Andrew a grandi en regardant cela, en me regardant répondre aux appels à minuit, en me regardant stresser à cause de factures qui n'étaient pas les miennes. Et il a appris, comme je l'avais appris, que certaines personnes donnent et que certaines personnes prennent, jusqu'à ce soir, jusqu'à la purée de pommes de terre, au rire cruel et à un texto, jusqu'à ce que je regarde enfin le tableur et que je réalise que ce n'était pas une famille, c'était une transaction. L'horloge a sonné 6 heures du matin. La lumière filtrait à travers les fenêtres. Andrew allait bientôt se réveiller. Nous mangerions des crêpes, peut-être regarder des dessins animés, des choses normales, des choses simples, des choses qui ne coûtaient pas $140 000. Les courriels programmés étaient sur le point d'être envoyés dans 2 heures. Je ne les ai pas annulés. À 8h02, les courriels ont été envoyés. J'étais assis dans un café à 3 pâtés de maison de mon appartement, l'ordinateur portable ouvert, à regarder mon dossier d'éléments envoyés se mettre à jour. Andrew était chez un ami pour une rencontre de jeu. La compagnie d'assurance a été la première. J'avais appelé à l'avance, confirmé mon autorité. La représentante était professionnelle. Elle a demandé si je voulais transférer la police ou l'annuler. J'ai dit annuler. La police serait résiliée dans 30 jours. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Ensuite, c'était le fournisseur de téléphonie cellulaire. 6 lignes sous mon compte d'entreprise. J'ai rétrogradé à une seule, la mienne. Le représentant a expliqué que les 5 autres seraient déconnectés dans les 24 heures à moins que de nouveaux comptes ne soient créés. Il a traité la demande. Les compagnies de services publics ont été plus difficiles. Mon nom ne figurait pas sur les comptes en tant que propriétaire, mais uniquement en tant que paiement automatique. Je ne pouvais pas annuler le service, mais je pouvais retirer ma carte de crédit. Je l'ai fait, électricité, gaz, eau, Internet. Les systèmes automatisés ont accepté les modifications instantanément. L'hypothèque a été plus délicate. Mon nom ne figurait pas sur l'acte de propriété, mais j'étais inscrit en tant que co-demandeur sur le refinancement d'il y a 2 ans. Mon crédit avait rendu cela possible. J'ai appelé le gestionnaire de prêt. Le représentant a dit que je ne pouvais pas me retirer sans un refinancement complet. J'ai demandé ce qui se passerait si j'arrêtais d'effectuer des paiements supplémentaires. Elle a dit que le compte deviendrait en souffrance si les emprunteurs principaux ne couvraient pas le montant total. Je me suis connecté au portail de paiement et j'ai supprimé mon mode de paiement enregistré. Le prêt auto de Ale était plus simple. J'étais le co-signataire. Je ne pouvais pas me retirer sans son consentement et une requalification de crédit qu'elle ne réussirait jamais, mais je pouvais documenter mon intention. J'ai rédigé une lettre certifiée au prêteur indiquant que je m'opposais formellement à toute implication continue. Je l'ai postée au bureau de poste. À 10 heures, j'avais coupé 8 liens financiers. Mon téléphone vibrait sans arrêt depuis 8h15. Je n'ai pas regardé. Je suis allé chercher Andrew à midi. Il était heureux, parlant du jeu Lego qu'il avait construit. Nous nous sommes arrêtés pour manger des hamburgers. Il a pris un milkshake au chocolat et m'a raconté une blague qui l'avait fait rire.
Il l'a dit avec soin, regardant mon visage. Je lui ai dit qu'il était normal de se souvenir des bonnes choses, que les gens étaient compliqués. Il a hoché la tête, et j'ai réalisé que je le disais autant pour moi-même. Nous sommes rentrés à la maison vers 13h30. Andrew s'est installé devant la télévision. J'ai enfin ouvert mon téléphone, 96 appels manqués, 147 textos. Le groupe de discussion avait 203 nouveaux messages. D'abord est venue la confusion. Ale demandant si j'étais sérieux. Maman demandant ce que je voulais dire. Papa exigeant que j'appelle immédiatement. Ensuite est venu le dédain. Ale disant que je faisais du mélodrame. Papa appelant ça une crise de colère. Puis, vers 9h, le ton a changé. Le téléphone de Ale avait été déconnecté. Elle a essayé d'appeler quelqu'un, et la ligne était morte. Puis celui d'Henri, puis celui de son mari, puis celui de maman, puis celui de papa. À 9h30, Ale avait compris. Ses messages sont devenus plus colériques. Elle m'a traité d'égoïste, a dit que je punissais des enfants innocents à cause d'une blague stupide, a dit qu'Henri n'était qu'un enfant. Les messages de papa étaient plus froids. Il a dit que je faisais une erreur, que je regretterais de brûler des ponts, que la famille était censée rester unie. Il ne s'est pas excusé pour le texto concernant Andrew, il a juste insisté sur le fait que j'avais tort. Maman a essayé plus doucement. Elle a dit qu'elle comprenait que j'étais bouleversé, que peut-être nous avions tous été irréfléchis, mais que c'était extrême. Elle m'a demandé de l'appeler, mais aucun d'eux n'a dit désolé. Aucun d'eux n'a demandé comment allait Andrew. Aucun d'eux n'a reconnu que me dire de ne pas ramener mon fils était la chose qui avait tout brisé. Je n'ai pas répondu. J'ai enregistré le tableur sur une clé USB. Puis j'ai versé du café et je me suis assis à côté d'Andrew, regardant des dessins animés, attendant qu'il réalise que les téléphones n'étaient que le début. En soirée, la panique s'était intensifiée. Papa était allé à la banque pour vérifier le compte hypothécaire. Il a découvert que les paiements supplémentaires avaient cessé. Le paiement de décembre était inférieur de $900. La banque avait envoyé un avis de carence. Le message de papa était d'une ligne, « Appelle-moi tout de suite ». Je n'ai pas appelé. Ale avait essayé d'utiliser sa carte de crédit dans une épicerie, et elle avait été refusée. Elle a appelé la compagnie. Ils lui ont dit que le compte était au-delà de la limite et que le cosignataire s'était formellement opposé. Elle devrait refaire une demande seule. Son message était plus long, plus colérique. Elle a dit que je ruinais son crédit, qu'elle avait 3 enfants à nourrir. J'ai pensé au visage d'Andrew, à la purée de pommes de terre, au sourire d'Henri, au rire de Ale. J'ai supprimé son message. Maman a essayé d'appeler à partir du téléphone d'un voisin. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Sa voix tremblait. Elle a dit que la facture d'électricité était arrivée par la poste, $340. Elle ne comprenait pas pourquoi. Elle a demandé si je pouvais le faire une fois de plus, mais il n'y avait pas de une fois de plus. Il n'y avait que eux apprenant à vivre selon leurs moyens réels. L'avis d'annulation d'assurance habitation arriverait dans quelques jours. Cela déclencherait une lettre de la société hypothécaire exigeant une preuve de couverture dans les 30 jours, où il placerait de force une police à 3 fois le coût. J'avais tout calculé, le calendrier, les échecs en cascade. J'avais passé 5 ans à payer ces factures. Je savais exactement comment chaque système fonctionnait et ce qui arriverait quand j'arrêterais. Le paiement de la voiture de Ale était dû dans 6 jours. Elle avait été en retard 2 fois au cours de la dernière année. J'avais couvert le manque à chaque fois. Cette fois, si elle manquait le paiement, le prêt deviendrait en souffrance. Les téléphones portables, c'était fini. Ils allaient devoir créer de nouveaux comptes avec des dépôts et des vérifications de crédit. Ils finiraient par prendre des forfaits prépayés, en payant plus cher tous les mois. Les avis de coupure d'électricité commenceraient à arriver la semaine prochaine s'ils ne payaient pas le gaz en janvier par ce froid, 10 jours pour payer avant la coupure. Je sentais que je devrais me sentir coupable. Mais chaque fois que le doute s'insinuait, je pensais à ce message texte, « Ne ramène plus jamais ce garçon parmi nous ». Andrew est entré dans le salon en tenant son livre préféré. Il m'a demandé si je voulais bien lui faire la lecture. J'ai fermé mon ordinateur portable, j'ai posé mon téléphone face cachée, je l'ai pris sur mes genoux et j'ai lu l'histoire d'une souris qui avait appris que la maison n'était pas toujours là où l'on commençait, parfois, c'était là où l'on choisissait. Quand j'ai eu fini, Andrew était silencieux. Puis il a dit, « Papa, est-ce qu'on va retourner chez grand-maman pour le nouvel an ?»
Il ne posait pas la question parce qu'il voulait y aller. Il posait la question pour se préparer. J'ai dit, non, mon pote. On ne va pas y retourner. Il a hoché la tête. Puis il a dit, d'accord. Et j'ai entendu du soulagement dans sa voix, le soulagement de ne plus avoir à se faire petit. Mon téléphone a vibré. Un autre appel de papa. J'ai refusé l'appel. Puis j'ai bloqué le numéro, bloqué celui de maman, bloqué celui d'Alay. J'ai quitté la discussion de groupe. Le silence qui a suivi a été comme une bouffée d'air frais. J'ai préparé le dîner d'Andrew, des macaronis au fromage en boîte, comme Jessica avait l'habitude d'en faire. Nous avons mangé sur le canapé en regardant un film de Mayori. Quand il s'est endormi à mi-chemin, je l'ai porté jusqu'à son lit. Il n'a pas sucé son pouce, il a juste dormi paisiblement et en sécurité. Il y avait un email du mari d'Alay, Lewis. Il disait qu'Alay pleurait, que les enfants étaient confus, que ne pouvais-je pas simplement arranger les choses et qu'ils pourraient tous parler comme des adultes. J'ai fixé l'email du regard. Puis j'ai répondu en 3 phrases, Henry a jeté de la nourriture sur mon fils et l'a humilié. Allez Harry. Mon père m'a dit de ne plus jamais ramener Andrew. Je me contente d'honorer cette demande en me retirant complètement, y compris financièrement. J'ai joint la feuille de calcul chaque paiement, chaque facture, chaque dollar, 5 ans de preuve. Puis j'ai cliqué sur envoyer. Il voulait que je parte. Il voulait juste que je parte sans conséquence. La semaine suivante s'est déroulée exactement comme je l'avais calculé. Le paiement de la voiture d'Alay a été rejeté. Le prêteur m'a appelé le 7e jour. Je les ai renvoyés vers Alay et j'ai fourni des documents prouvant mon objection. Ils ont dit que ce n'était pas juridiquement suffisant. J'ai dit que je comprenais, mais que je n'effectuerais aucun paiement. Le représentant a dit que cela aurait un impact sur mon crédit. J'ai dit que j'étais au courant. Le déficit de l'hypothèque de papa s'est étendu sur un 2e mois. La banque a envoyé un avis formel avertissant qu'un déficit continu entraînerait des frais de retard. Maman a appelé depuis le téléphone d'un autre voisin, frénétique, en lisant la lettre à voix haute. Elle a dit qu'il ne comprenait pas comment cela s'était produit. Je n'ai pas expliqué qu'il n'avait jamais réellement payé le montant total, que j'avais couvert l'écart pendant 3 ans. J'ai juste dit que je ne pouvais pas aider et j'ai mis fin à l'appel. L'assurance habitation a été officiellement annulée. La société de crédit hypothécaire a envoyé l'avis de placement forcé. La nouvelle police coûterait $4,200 par an au lieu des $1,400 que je payais. Papa devrait absorber cette augmentation. Son entreprise dégageait à peine assez de bénéfices pour couvrir les dépenses courantes. Un montant supplémentaire de $233 par mois était impossible. Alay a lancé une campagne GoFundMe. Une connaissance commune m'a envoyé le lien. La page disait qu'elle était une mère en difficulté dont la famille traversait des moments difficiles. Elle avait besoin d'aide pour les dépenses de base. Il y avait une photo de ses 3 enfants qui avaient l'air sombre. La page avait permis de recueillir $340 en 4 jours. Elle ne mentionnait pas 6 ans de co-signature, mais la décrivait simplement comme une victime de circonstances indépendantes de sa volonté. Je n'ai pas fait de don. Je n'ai pas fait de commentaires. J'ai simplement fermé le navigateur. L'avis de coupure de gaz est arrivé à leur domicile le 12e jour. Maman a en quelque sorte obtenu mon adresse électronique professionnelle et m'a supplié de reconsidérer ma position. Elle a dit qu'il faisait froid, qu'ils avaient un radiateur, mais que ce n'était pas suffisant. Elle a dit que j'étais cruel, que je les punissais pour un mauvais moment, comme si ce n'avait pas été toute une vie de petites coupures, comme si $140 000 de soutien silencieux ne signifiaient rien comparé à leur inconfort. Je n'ai pas répondu, mais j'ai transmis la feuille de calcul à son adresse de travail avec une seule ligne, voici ce que coûte réellement un mauvais moment. Elle n'a pas répondu. Le service téléphonique d'Alay est passé en prépayé $50 par ligne au lieu de $25. 4 lignes, un montant supplémentaire de $100 par mois. Elle n'avait pas, ses publications Facebook sont devenues passives-agressives, des plaintes vagues au sujet de la famille qui vous laissait tomber, au sujet des personnes qui vous abandonnaient quand vous en aviez le plus besoin. Ses amis ont commenté avec des messages de soutien. Personne n'a demandé ce qui s'était passé. Il était plus facile de croire qu'elle était la victime. J'aurais pu afficher ma propre version, j'aurais pu partager les captures d'écran, la vidéo du t-shirt taché d'Andrew, la feuille de calcul. J'aurais pu leur faire comprendre, mais je ne l'ai pas fait parce que je ne faisais pas ça pour me venger. Je faisais ça parce que j'en avais assez d'expliquer,
Assez de justifier. Andrew a passé une bonne semaine. Nous sommes allés au musée des enfants, nous avons bu du chocolat chaud, nous avons construit une cabane en couverture et nous avons regardé des films jusqu'à ce que nous nous endormions tous les deux. Il a plus ri, a pris plus de place parce qu'il n'essayait plus de se faire petit. Le 14e jour, Lewis s'est présenté à mon appartement. Je l'ai vu à travers le Judas. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invité à entrer. Il avait l'air épuisé. Il a dit, c'est allé trop loin. J'ai dit, je suis d'accord. C'est allé trop loin quand votre fils a humilié le mien et que votre femme a ri. Il a dit qu'Henri n'était qu'un enfant, que ça ne valait pas la peine de détruire une famille pour ça. J'ai dit, je ne détruis rien. Je ne fais juste plus le financement. Il a dit que la voiture d'Alais allait être saisie, que l'hypothèque était en difficulté, que mes parents risquaient de perdre leur maison. Il a dit que j'avais le pouvoir d'arrêter ça. J'ai demandé si quelqu'un s'était excusé auprès d'Andrew. Il est resté silencieux. J'ai dit, c'est bien ce que je pensais. Il a dit, mec, il a 7 ans. Il ne s'en souvient probablement même pas, mais je me souvenais. Je me souvenais du visage de mon fils, de la façon dont il avait demandé si nous pouvions rentrer à la maison 7 ans et apprenant déjà qu'il n'avait pas d'importance. J'ai dit, tu devrais y aller. Louis a dit, tu vas vraiment les laisser tout perdre pour une histoire de purée de pommes de terre? J'ai dit, non, je les laisse tout perdre pour 6 ans à me prendre pour acquis, le point culminant étant une purée de pommes de terre. Il y a une différence. Il est parti. J'ai fermé la porte et me suis assis sur mon canapé, et le poids de 6 ans s'est envolé. 3 semaines après Noël, la voiture d'Alais a été saisie. J'ai eu des nouvelles de la même connaissance qui avait envoyé le lien GoFundMe. Elle a dit qu'Alais avait publié une longue tirade sur les prêteurs prédateurs. Elle n'a pas mentionné avoir manqué 3 paiements. Le gaz est resté allumé chez mes parents, à peine. Maman avait emprunté de l'argent à sa sœur, ma tante Camilla. Camilla m'a appelé 2 jours plus tard. Elle a dit que maman avait expliqué qu'il y avait une dispute familiale, que j'avais retiré mon soutien financier soudainement. Elle a demandé si je voulais en parler. J'ai dit, est-ce qu'elle t'a dit pourquoi? Camilla est restée silencieuse. Puis elle a dit que c'était un malentendu à Noël. J'ai ri. J'ai dit, c'est une façon de décrire le fait de me dire que mon fils n'est pas le bienvenu. Camilla est restée très silencieuse. Puis elle a dit quoi? Je lui ai tout raconté, la purée de pommes de terre, les rires d'Alais, le texto de papa, les 6 années de paiement. Camilla a écouté sans interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse pendant longtemps. Puis elle a dit, je lui ai donné $2000. Je ne l'aurais pas fait si j'avais su. J'ai dit, ce n'est pas de ta faute. Ils sont très bons pour se faire passer pour des victimes. Camilla a dit, pour ce que ça vaut, je pense que tu as fait la bonne chose. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille élargie disait ça. Ma gorge s'est serrée. J'ai réussi à dire merci. L'hypothèque est officiellement passée en défaut de paiement après 60 jours. La banque a entamé une procédure de saisie. Papa a appelé depuis le bureau d'un avocat en essayant de me mettre en conférence téléphonique. Je n'ai pas répondu. L'avocat a envoyé une lettre recommandée me demandant si je reprendrais les paiements en vertu d'un accord formel. J'ai renvoyé une seule ligne, non. La campagne GoFundMe d'Alais s'est enlisée à $890, pas assez pour sauver la voiture, pas assez pour défaire la réalité que leur style de vie avait été construit sur mon silence. J'ai reçu un message d'Henri. Quelqu'un lui avait donné mon adresse électronique. Le message était court, ma maman dit que tu nous détestes maintenant. Je ne voulais pas faire pleurer Andrew. Je plaisantais juste. J'ai fixé cet email pendant 1 heure. Henri avait 12 ans, assez vieux pour savoir ce qu'il faisait, mais aussi assez jeune pour apprendre encore. J'ai pensé à répondre, j'ai pensé à expliquer que les actions ont des conséquences, mais je ne l'ai pas fait parce que ce n'était pas mon travail d'enseigner l'empathie à l'enfant d'Alais. J'ai supprimé l'email. Andrew et moi avons commencé de nouvelles traditions, des crêpes en forme de dinosaure le samedi matin, des promenades le soir, même quand il faisait froid, la construction de villes Lego sur le sol. Il a une fois posé des questions sur grand-maman. Je lui ai dit la vérité dans un langage qu'il pouvait comprendre. J'ai dit, parfois, les gens te blessent, et tu dois créer une distance pour te protéger, qu'il est normal d'aimer quelqu'un et de ne pas le vouloir dans ta vie. Il a réfléchi à ça. Puis il a dit,
comme quand j'ai arrêté de jouer avec Ethan parce qu'il n'arrêtait pas de renverser mes blocs. J'ai dit, exactement comme ça. Il a hoché la tête. Puis il est retourné à ses Legos. Et j'ai réalisé qu'il comprenait mieux que la plupart des adultes. En février, la maison était en saisie active. Papa a envoyé un dernier message par l'intermédiaire de Camilla. Il a dit que si je rétablissais l'assurance et que je couvrais 3 mois de déficit hypothécaire, il pourrait la sauver, environ 8 000 $. Il a dit que c'était la maison de mon enfance, que je la laissais tomber par fierté. Mais ce n'était pas la maison de mon enfance. C'était l'endroit où j'avais appris que je n'avais pas d'importance, l'endroit où j'avais été invisible à moins que quelqu'un ait besoin d'argent, l'endroit où mon fils s'était fait jeter de la purée de pommes de terre dessus pendant que les gens riaient. J'ai dit à Camilla de lui dire non. Elle a dit, mais Dylan, est-ce que tu vas bien? J'ai pensé à cette question, j'y ai vraiment pensé. Je dormais mieux, je mangeais mieux. Mon compte bancaire se rétablissait. Andrew était plus heureux. Nous construisions une vie qui n'exigeait pas que je me fasse petit ou que je me sacrifie ou que je me taise. J'ai dit, ouais, en fait, oui. Le mois de mars a apporté des avis de vente de saisie. Allait a emménagé avec ses beaux-parents. Papa et maman ont déménagé dans une petite location. Les meubles sont allés dans un entrepôt qu'ils ne pouvaient pas se permettre. La plupart ont fini par être vendus ou abandonnés. J'ai ressenti quelque chose quand j'ai entendu ça, pas de satisfaction, juste une reconnaissance tranquille que les conséquences étaient finalement arrivées pour des personnes qui les avaient évitées pendant des années. Andrew m'a demandé un soir, alors que nous construisions avec des Legos, si j'étais triste à propos de la maison de grand-maman et grand-papa. J'ai dit, non, mon pote, je ne le suis pas. Il a dit, tant mieux, parce que c'est mieux comme ça. Il avait raison. C'était mieux comme ça, notre petit appartement avec ses meubles d'occasion et notre tradition de crêpes du samedi et nos promenades du soir, cette vie où personne ne le faisait se sentir petit, où je n'avais pas à choisir entre mon fils et des personnes qui ne me choisiraient jamais. Je leur avais donné 6 ans et 140 000 $. Ils m'avaient donné un message texte me disant que mon fils n'était pas le bienvenu. Les comptes avaient enfin été équilibrés.